Bonjour, bonjour Pierre, bonjour tout le monde, bonjour les amis de la maison. On est là, ce premier webinaire. Pierre est avec nous. Pierre est architecte et auteur d'un livre magnifique qui s'appelle Ici la beauté rendait heureux. Mais Pierre, avant de commencer, je vais prendre 2 minutes pour peut-être juste situer ce dialogue-là à l'intérieur de cette fabuleuse année qui commence. Puis après, bien, on plongera ensemble dans le dialogue. Bon. Euh, Parfait. oui, bien, bienvenue tout le monde. Merci d'être là. Bienvenue aux nouveaux aussi. On accueille beaucoup de nouveaux cette année à la maison, fait qu'on est vraiment très contents. Merci. C'est le premier webinaire, en fait, d'une série de 5 dans cette année de la tendresse. Pour les personnes qui ne sont pas au courant, à toutes les années, la maison a choisi un thème. Et l'an dernier, ou il y a 2 ans, je crois, on a choisi le thème de la tendresse, puis on a exploré ça toute l'année. Puis je peux témoigner que quand Mathieu nous a dit qu'on choisissait ce thème-là, la tendresse, on est plusieurs à avoir dit « Oh non, pas la tendresse. Il me semble que la tendresse, ça, c'est pas fait pour le milieu de travail. La tendresse, c'est l'intimité, c'est la vie personnelle. La tendresse, nos équipes, de quoi on va parler pendant 1 an. » Et puis, ben, croyez-le ou non, au bout d'1 an, on n'avait pas fini d'explorer ce thème-là, où je me dis que peut-être avec l'année exceptionnelle qu'on a vécue, peut-être qu'on en avait encore besoin de parler de la tendresse. Alors, on ouvre l'année avec ça pour une 2e année. Puis il y a 5 portes d'accès. La première est la beauté qu'on va explorer avec toi dans quelques minutes. Ensuite, on va parler de sérénité. On va parler de nos addictions. On va parler de l'amour. Et on va terminer par nos milieux de vie. Et puis, tous ces thèmes-là sont évidemment liés les uns aux autres. On part comme ça, mais c'est sûr qu'on va les franchir toutes ces portes-là ensemble. Alors, merci, puis merci d'être là. Puis, juste avant de commencer, il y a Mathieu qui est là avec nous aussi. Mathieu, en fait, qui va faire le lien avec la communauté tout au long de cette heure-là. Alors, Mathieu, bienvenue. Oui, je suis super content d'être là, vraiment, vraiment. Et je suis content, Nicole, que ce soit toi qui sois là. Tu as accepté ce défi-là quand même. On en a parlé l'année passée. On se disait qui pourrait prendre et ouvrir ces dialogues-là avec nos amis. Et naturellement, en tout cas, tu es apparu et tu te sentais bien. Donc, je sais qu'il y a de l'excitation, de l'engouement. Je veux juste te partager qu'on est avec toi. On est heureux, en tout cas. Moi, je suis super heureux de te voir la face ce matin avec Pierre. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est un cadeau. Peut-être remettre un rôle aussi, le rôle que je vais jouer. Je vais être dans les internets, un peu invisible, à prendre soin de vous et aussi à prendre soin de la communauté. Je vais filtrer, je vais regarder les questions qui vous sont dirigées. J'ouvre la parenthèse, si jamais vous êtes en train de marquer des commentaires, vous pouvez marquer seulement aux panélistes et vous pouvez aussi marquer à tous les participants. Donc, si le dialogue, vous le voulez ouvert, vos questions ouvertes, regardez quand vous cochez dans le chat si vous le partagez à tout le monde. C'est bon? C'est bon? Et voilà, amusez-vous! C'est notre premier de l'année. Yay! Euh, Mathieu dit qu'il est bon, c'est vrai, on ouvre le premier webinaire, puis il est content que j'ai accepté, mais je suis bien stressée. Je suis stressée pour plein des raisons. Premièrement, Pierre et moi, on ne se connaît pas, on se voit pour la première fois ce matin. Fait que pour les membres de la maison qui connaissent notre belle pédagogie, on dit la pédagogie de la rencontre avec soi-même, avec nos invités, avec les autres, ben, on est tout à fait là-dedans. Pierre et moi, c'est un beau blind date, comme je dis ce matin. Fait que Pierre, je suis très contente. Merci d'être là. Puis, Un grand plaisir. ouais. Puis avant de te poser, en fait, une question, je voulais juste te partager que, tu sais, dans le titre, en fait, du livre, puis on a mis ce titre-là pour le webinaire, c'est « Si la beauté rendait heureux ». Pour moi, c'est une question qui a été d'abord extrêmement déroutante parce que la beauté, moi, je suis sociologue de formation, tu sais, fait que pour moi, la beauté, c'était associé au fait que c'est un outil de mobilité sociale. Tu sais, si tu es beau, là, ça aide dans la vie. La beauté, c'est un privilège de riche. La beauté, c'est pas pareil ici que c'est dans d'autres pays.
comme femme, comme personne, la beauté aussi, ça a pris une place très grande dans ma vie. Adolescent, adolescente, les garçons, les filles, suis-je beau, suis-je belle? Fait que c'était toutes des questions comme ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, pour moi, la beauté, ben c'était pas vraiment beau, la beauté. C'était pas le fun. C'est pas beau, la beauté. Fait que à ta rencontre, la rencontre du livre, la rencontre de cette question-là, et surtout, dès le début, ce que j'ai compris, puis là, tu me diras, c'est que en fait, ta mission, c'est de vivre la beauté. Une de tes missions, vivre la beauté et faire vivre la beauté. Fait que là, écoute, ça ouvre là, complètement des portes de dialogue et de perception de la beauté. Fait que quand je dis ça, vivre et faire vivre la beauté, ça te dit quoi? Est-ce que c'est... Je me trompe? En fait, ce qui est important, c'est je comprends que mon expérience me dit on n'est pas la même personne suivant l'environnement où on est, puis les gens avec qui on est. Mais l'environnement est extrêmement important pour nous, nous mettre dans des bonnes dispositions. Hein. Il y a des environnements qui sont sécurisants, il y en a d'autres qui sont bienveillants, il y en a donc... Alors, comme société, on ne porte pas beaucoup d'attention à ça. Dans nos milieux de travail, souvent, je vais dans des lieux, je me dis, c'est vrai que c'est pas possible de demander le meilleur de quelqu'un dans un tel environnement. Tu sais, il y en a qui sont asséchants, qui sont perturbants. Alors, donc, moi, ce que je veux, on a autour de nous des environnements de grande qualité où la nature est présente et tout. Donc, aller chercher, aller puiser dans l'environnement de quoi se nourrir. Et donc, pour moi, c'est important. Et la beauté, bien, tu as parlé de la beauté de chaque individu à certains moments donnés, mais pour moi, la beauté que je veux qu'on vive, c'est au-delà de soi. Tu sais, je veux dire, aller prendre une marche avec même un collègue dans la forêt parce qu'on a quelque chose à discuter, mais on entre dans la beauté, puis la personne à côté de soi le devient. Je veux dire, c'est comme je dis, c'est au-delà de soi. On entend, on voit la lumière du soleil sur un arbre, le bruit des feuilles d'un oiseau qui chante. Donc, on entre dans cet environnement-là où, je dirais, sa propre image n'a plus d'importance. Donc, c'est pour ça que je dis, ça nous permet d'aller au-delà de soi, puis entrer dans un univers qui, on le souhaite, le plus bienveillant possible. Mais ce que tu dis là, en fait, quand tu parles de prendre une marche avec un collègue ou de juste être là, ça exige de ralentir. Hein? Je veux dire, ça exige de ralentir, d'être présent. Ce que nos sociétés de performance et de travail, puis je pense aux leaders qui nous écoutent, là, ça exige ça pour saisir ce moment-là, pour saisir cet environnement-là. C'est essentiel. Bien, en fait, c'est ce qui est un peu, peut-être, je dirais, contradictoire, effectivement, avec ça, c'est j'ai moi-même une équipe, là, on est une douzaine de personnes, puis on organise justement des sorties, on va ensemble monter, aller de montagne, aller faire du kayak, aller. Donc, on a besoin, puis on est des collègues de travail, on fait des repas communautaires, on associe trop la performance comme un peu, je dirais, à une pression et à la vitesse. Pour moi, puis j'aime pas tellement le mot performance, mais disons nos réalisations qu'on fait sur une année, je pense qu'il faut les regarder aussi pas sur... On a trop tendance à les regarder sur le court terme. Cette semaine, j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que j'ai quelque chose à produire, mais le regarder sur une année, puis même des fois sur un peu plus pour dire qu'est-ce qu'on veut vraiment atteindre. Donc, si on ne s'arrête pas, on est un peu dans un tourbillon et on ne fait pas nécessairement les bonnes choses. On s'agite, mais peut-être qu'il y a bien des choses qu'on fait qu'on n'aurait pas besoin de faire en s'arrêtant. Puis en parler, comme je disais, avec un collègue, des fois, ça peut être avec deux en même temps, d'aller échanger sur un projet qui nous tient à cœur. C'est comme si ça précise les choses. Et ensuite, je dirais, les 2 heures qu'on aura pris ensemble à discuter vont peut-être nous en faire sauver sur l'année 50, qui était inutile. Et donc, c'est comme ça remet les choses en perspective. Je prends un exemple qui est simple.
quand on fait, par exemple, un projet, simplement un projet de maison, il faut choisir des matériaux et des choses comme ça. Si on va chez les gens dans leur maison, puis on met plein de matériaux sur une table, on dit choisissez ce que vous voulez dans ça, c'est quasiment impossible là, de savoir si on prend les mêmes éléments, puis on va dans l'environnement où on va aller s'installer, on place les matériaux dans leur contexte, puis déjà la moitié, on se dit ça n'a pas de bon sens. Donc, sans effort. Si on avait voulu rester dans la salle de conférence, puis dire là, on veut ça, mais le bain dans l'environnement nous guide de façon paisible, puis on se dit non, ça n'a pas sa place. C'est pour ça que c'est important de changer d'environnement quand on a des choses particulières, je dirais, où on veut échanger, où on pense que la projection de ce qu'on a fait va être importante. Donc, si on le fait aussi toujours dans notre espace habituel, c'est comme si ça se perdait un peu dans la mémoire. Si, dans l'année, on va prendre 4 marches dans un lieu qu'on adore avec un collègue parce qu'on fait, ou même quelques membres de son équipe, ça reste en mémoire. Ce qu'on s'est dit à ce moment-là est davantage, je dirais, présent à notre esprit et on est plus disponible ensemble. Donc, ça a l'air de dire, ben voyons, on est allé quelque part perdre notre temps, mais non, on a tellement gagné. Ces moments-là, c'est une remise en perspective, puis on retrouve les priorités, puis ensemble, on voit le chemin à suivre plus clairement. Ça m'a toujours frappé comment des fois on a des réunions de travail, puis on va avoir des réunions créatives dans des lieux qui sont tellement pas inspirants. Tu as tellement raison. Puis c'est drôle parce que ça me rappelle une anecdote, puis je suis certaine que ça va rejoindre des gens qui écoutent. J'ai travaillé longtemps à la Ville de Montréal, en fait 6 ans, et je travaillais dans un demi-sous-sol, dans un centre communautaire en culture, sport, loisirs. Puis il y avait un arbre que je voyais qui me sauvait la vie. Mais je me rappelle que le maire d'arrondissement que j'adorais, que j'aime encore, qui est un homme de vision, qui est un homme empathique et très clown, était rentré dans mon bureau et en rentrant dans mon bureau, Pierre, il s'était mis comme ça, puis il dit « Mon Dieu, tu dois avoir beaucoup d'idées, toi, ici. » Parce que le plafond m'écrasait tellement, mais il a fallu cette phrase-là pour me rendre compte comment mon environnement m'oppressait. Et je ne le voyais pas avant, je ne l'avais pas regardé, je ne le voyais pas. Alors, j'encourage tout le monde à, à observer ça autour d'eux. C'est notre environnement de travail, puis comment il influence. C'est important parce que quelque chose de contradictoire, les moments de rencontre sont très importants en équipe et tout. Puis moi, dans bien des lieux où je me déplace, je vais dans les salles de conférence, c'est le lieu pas de fenêtre dans le milieu à côté des toilettes. Là, tu dis, ben voyons donc. Ouais. Là, on va passer une journée ensemble dans une salle de conférence avec sur l'acoustique, l'éclairage au néon. C'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on a. On a un milieu qui va nous stimuler, nous motiver. On sait que la lumière naturelle a une très, très grande importance dans notre. Elle a aussi jusque des vertus sur notre système immunitaire et tout. Alors, une journée dans la lumière, pour moi, c'est un élément essentiel. La lumière naturelle devrait être une exigence dans tous les lieux de travail. Pour moi, c'est une grande priorité. Là. Donc, on sait, on voit le temps qui passe. Puis à un moment donné, on a besoin de s'évader. On regarde un petit peu à l'extérieur, même si on est en groupe, parce que là, on veut retrouver ses idées, mais regarder un mur, regarder un plafond, ça n'a pas la même... ça nous motive pas ou ça ne nous donne pas les ressources pour le faire. Moi, ce qui m'a frappé aussi à la lecture de ton livre, là, puis j'encourage tout le monde à lire ce livre-là, et si la beauté rendait heureux, c'est que non seulement ce que tu viens de dire au niveau d'une espèce de perspective là, horizontale où on se sent mieux, mais aussi vraiment verticale où ça nous tire vers le haut, la beauté, en fait. T'sais, comme si vraiment c'était essentiel, en fait, au bonheur, ou en tout cas une condition qui nous amène vers ça, qui nous élève. En fait, j'ai fait un projet, j'en parle d'ailleurs dans le livre, j'ai fait aussi avec la Maison des leaders à quelques reprises des séjours au monastère où on est allé
passer quelques jours pour échanger effectivement sur la création et des choses comme ça, qui sont, je pense, importantes. Et d'aller dans un lieu qui favorise. Alors, les lieux sont un peu comme des guides. Euh, euh, donc, les moines sont des gens contemplatifs et je vais même avec mon équipe pour des séjours, des fois de 2-3 jours, on va passer du temps au monastère. Donc, l'environnement a cette capacité d'abord de changer notre perception du temps. C'est assez étonnant. Après 2 ou 3 jours au monastère, tout le monde qui est avec moi, on ne sait plus trop si ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Puis on perd un peu cette... Donc, l'environnement a une grande importance, mais je parlais avec le père abbé, puis je lui disais, c'est étonnant, comment se fait-il que le temps se dilate? On va dans un lieu comme vous, on vient vous côtoyer, puis puis il m'a posé une question comme ça, il dit, Pierre, dans ta vie de tous les jours, là, des moments de contemplation, combien en as-tu? Normalement, dans 1 semaine, ben, je lui disais, j'en ai pas nécessairement tous les jours, mais quelques... Je disais la fin de semaine un peu plus, mais dans la semaine, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Il dit, là, depuis 3 jours, ici, combien de moments de contemplation est-ce que tu as eu? Oh, j'ai dit, ouais, j'en ai eu quand même plusieurs par jour. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que tu as eu pendant 3 jours probablement plus de moments de contemplation que pendant 3 semaines. Mm. Et ces moments de contemplation, c'est des moments où on se rééquilibre, toute notre être, c'est comme si retrouvait cet état d'équilibre où il n'y a pas... Alors, 1 fois, 2 fois, 3 fois, donc comme une grande sérénité. Donc, c'est assez incroyable. C'est pour ça que la disponibilité augmente à la perception du temps, des gens, de tout ça. Alors, donc, j'ai créé un lieu qui favorise la contemplation. Même les moines qui sont déjà des contemplatifs, ils disent c'est plus facile ici parce que la nature est autour de nous, d'avoir... donc, d'avoir, on le sait, la méditation, même la contemplation, c'est quelque chose qui nourrit notre être et qui lui permet de se ressourcer. Donc, c'est pour ça que l'environnement est si important. Faire de la contemplation sur le coin d'une rue agitée ou dans... je ne dis pas que c'est pas possible, mais c'est tellement exigeant que plutôt on est dans un lieu, puis c'est pour ça que je fais la même chose, le parallèle, le travail que je fais aussi avec les écoles, c'est quand un lieu est propice, c'est comme si il y avait quelqu'un qui nous guidait. Hein, un espace bien approprié pour un professeur, c'est comme s'il y avait un adjoint qui l'aidait à faire en sorte que tous ses élèves allaient être dans une bonne disposition. Donc, c'est précieux. Si on amène tout le monde, il y a des études qui nous demandent la capacité de concentration augmente dans certains types d'espaces, la capacité d'échanger et tout. Donc, c'est sûr que si dans l'espace dont tu parlais tout à l'heure, dans un sous-sol, pas de fenêtre et tout ça, la capacité est limitée et même l'œil fatigue parce qu'il ne peut pas, à un moment donné, avoir une vision au-delà et il n'est pas au repos. Donc, alors c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir des environnements qui font, je dis, ressortir les meilleurs côtés de l'humain. Je prends un exemple, des fois, on est dans un stationnement souterrain, le soir, ça sent mauvais. On est inquiet, là, même si on est dans des mots, voyons, peut-il arriver quelque chose? Si on est assis avec des amis sur une terrasse au couchant le soir, c'est sûr qu'on est dans toute notre être est baigné de douceur. Là. Donc, on parle de tendresse. Je pense que l'espace peut être tendre avec nous et faire en sorte que ce qu'on a dans nos relations, on est attiré par cette douceur qui nous entoure.
C'est drôle parce que tu parles effectivement beaucoup de douceur dans ton livre, puis on le sent beaucoup dans tes croquis aussi. Puis j'invite les gens à aller sur ton site web ou dans le livre, les croquis. Puis si en fait, tu dis clairement, si on imprime de la douceur au construit, ben c'est là qu'on entre dans toute la dimension de la tendresse et de la bonté qui nous ouvre plus vers un chemin vers l'amour aussi, tu sais. Mais effectivement, je pense que tout ça est, je pense, interrelié, là, hein. Donc, c'est pour ça que je dis c'est plus facile d'entrer en contact. J'enseigne aussi à l'université. Bon, on est pourtant dans une école d'architecture et dans un lieu magnifique, l'ancien séminaire. Et donc, mais là, j'ai mes étudiants pendant 15 semaines. Puis c'est un atelier, donc on passe quand même beaucoup de temps ensemble. Mais j'organise toujours des sorties, des voyages, même on part et c'est là où je vois aussi, si on voit quelqu'un dans le même espace pendant 15 semaines, on a un niveau d'échange. Hein? On va jusqu'à, tu sais, mais si on part pendant 3 semaines, pas 3 semaines, mais 3 jours ou une semaine, c'est rare qu'on va au-delà d'une semaine, mais souvent pendant la semaine de lecture, on va à l'étranger. J'organise, je sais pas, des voyages au Japon et tout ça. J'ai pas le même groupe quand je reviens après un voyage comme ça. Là. Les gens se sont connus au lieu de se voir entre 13h et 16h30 tous les mercredis. Ben là, ils se sont vus le dimanche matin en décalage dans l'avion, à marcher, à découvrir un jardin zen où ils ont été émerveillés ensemble, où se sont posés des questions. Donc, c'est donc, je pense qu'il faut créer les conditions aussi pour connaître les gens. Alors, tous ont un niveau de connaissance de l'autre qui est beaucoup plus grand. Puis, des fois, il y a des gens qui, dans un groupe, ne s'expriment peu, sont plutôt un peu réservés et tout. Donc, dans un lieu comme ça, on apprend à les découvrir, justement, en prenant un repas. Alors, pour moi, c'est pour ça que je dis l'environnement et le temps combinés nous permettent je pense, de se nourrir mutuellement. Et tu parlais tantôt de la précipitation, de la vitesse et tout, fait que ça efface tout ça. Ça ne nous donne pas l'acuité pour rencontrer l'autre, capter ce que l'environnement aussi peut nous donner. Parce que je prends l'exemple d'un jardin zen, le Rio Enji, par exemple, où je suis allé avec les étudiants. On s'assoit dans un jardin qui est peut-être grand comme ma maison, mais pendant un temps, on voit tous l'infini. On a réussi, avec quelques roches placées dans un petit gravier, à créer une beauté qui est tellement incroyable qu'on ne voit pas la limite de cet univers-là qui nous amène aussi dans un état de grande sérénité. Est-ce que tu dirais que la beauté émerveille, attendrit, puis ouvre le cœur, en fait, pour permettre... Oui, je pense que... Et je pense que je cultive ça, puis c'est quelque chose qui est possible de faire. Je pense que de garder sa capacité à s'émerveiller, c'est extrêmement précieux, mais c'est pour ça c'est plus facile de s'émerveiller dans certains environnements que d'autres. Hein? C'est sûr que si on est au petit matin, on prend son café, ça peut être un simple arbre à un moment donné dans lequel il y a des oiseaux qui chantent. On va aller capter ce moment du matin paisible, ou même si on est en ville, le son s'est apaisé, on va réussir, puis il y a donc voir je pense que j'essaie toujours, puis pour réussir à s'émerveiller, il faut, d'une certaine façon, le vouloir. Hein? Et donc, de se donner du temps, c'est sûr que ce n'est pas en courant, en regardant quelque chose 2 secondes qu'on est émerveillé. L'émerveillement demande, je dirais presque un certain rituel. Hein? On se détache, on se dépouille, puis on éloigne nos pensées agitées, puis d'un coup, on reste, on laisse entrer ce qui est autour de nous. C'est la même chose dans la rencontre. Si on est rapide, on arrive devant quelqu'un, on est agité, on ne peut pas
comprendre véritablement ce qu'il y a à nous dire. C'est la même chose, c'est l'amour avec ses enfants, ses amis et tout. On a besoin d'un temps propice pour ça. Si dans l'agitation et la vitesse, on n'a pas, nos capteurs ne sont pas assez sensibles pour aller chercher ce qu'on veut partager. Donc, c'est pour ça qu'il faut se donner et l'environnement et le temps nécessaire pour s'ouvrir, en fait, et pour en même temps aussi inviter ce qui nous nourrit en nous. Mais tu as raison quand tu dis qu'il faut vouloir, parce que je pense que ça se cultive, cet état-là. Ouais. Ça ne va pas de soi. Il y a quelque chose de plus simple des fois, puis de plus facile, en tout cas, qui nous amène à être agité, tu sais. Puis il y a une phrase qu'on dit souvent, on disait Dieu me rend souvent visite, mais la plupart du temps, je ne suis pas là. La grâce se présente à nous, la beauté se présente à nous. Je peux marcher dans Schlaga, puis je vais. Mais si je ne porte pas attention, je n'entendrai pas le cardinal. Alors qu'il est là, le cardinal, puis il fait sa vie de cardinal. Fait que la beauté, je ne la saisis pas si je ne suis pas dans ce moment-là présent. Tu sais. Et ça, c'est une grande... C'est pour ça aussi que je trouve tellement précieux, puis là, on parlerait d'aménagement urbain, mais moi, j'ai introduit depuis plusieurs années la marche. Tu sais, j'essaie de faire tous les trajets possibles, puis même des fois, des gens sont étonnés, tu es venu à pied. Quand je suis à Montréal, je prends des grandes distances, puis alors, mais prendre 1 heure de marche plutôt que des fois essayer de prendre un transport, je n'ai rien contre le métro, puis descendre dans le monde et dans tout ça. Donc, des fois, de faire un beau trajet en marchant, la marche, notre respiration change et tout. Donc, d'introduire, c'est très facile d'être surpris à s'émerveiller, de voir un petit écureuil qui est sur une branche, qui saute, qui est là, qui gazouille un peu, ou les enfants qui courent en s'en allant à l'école, donc qui nous rappellent des moments. Donc, je trouve que la marche, puis de favoriser des lieux où c'est possible. Une ville que j'affectionne, c'est Copenhague, mais ils ont beaucoup de rues piétonnes où ils passent parfois des vélos, mais une rue piétonne, c'est qu'il n'y a pas de bruit des autos. Tu entends les gens, puis tu croises aussi des regards. Tu sais, tu ne peux pas faire ça si tu es dans ta voiture coincée, mais en marchant, il fait beau, tu vois quelque chose, tu croises un regard, les gens sourient naturellement dans un environnement qui est bienveillant. Alors donc, je pense qu'on a besoin d'avoir ces moments de répit. Et c'est facile quand on prend l'habitude de glisser la marche. Ça ne coûte rien, on peut le faire partout. Puis même en ville, on fait un petit détour par un parc. Alors moi, j'ai mes circuits un peu partout. C'est assez étonnant comme on peut réussir à trouver de la nature. Quand je suis à Montréal, j'habite aussi dans Hochelaga, des fois, je vais faire un détour par le jardin botanique, mais c'est incroyable. Là. Je veux dire, tu t'offres pendant les arbres en fleurs et tout, c'est accessible, là, c'est juste à côté. Donc, il faut aussi, c'est pour ça que je disais, il faut le vouloir. Puis, une fois qu'on inscrit ces rituels un peu dans sa vie, ça induit énormément. C'est une espèce de cercle vertueux qui fait en sorte qu'on est dans les meilleures dispositions. Donc, c'est pour ça que je parle ces déplacements de la marche, le faire ensemble, mais aussi de le faire avec d'autres. C'est pour ça que je parle, bon, que ce soit même avec dans son couple, aller prendre une marche après, c'est un moment où. Puis on ne se dit pas les mêmes choses. Quand on marche ensemble, on respire, puis on s'émerveille de choses qu'on voit que si on reste assis dans un lieu qui a peu d'intérêt. Je pense que la marche aussi fait qu'on peut se parler à un moment donné. On accepte le silence pendant un certain temps. On a un moment pour regarder. Donc, alors, ça nous permet de voir, je dirais, des choses qui nous élèvent. Tu sais, c'est pour ça qu'on revient regaillardi, dans le fond, d'une marche qui va nous avoir procuré plein de petits moments. Puis en plus aussi, c'est que notre respiration, la marche, elle devient facilement méditative. Donc, toute l'agitation qui est en nous disparaît. Donc, l'introduire dans sa journée aussi, dire, midi, là, ce midi, là, je pars marcher, j'ai 1h30, je pars 1 heure. Là. C'est sûr qu'après 1 heure, on n'est plus la même personne là, si on a marché en choisissant un beau trajet là, qu'on connaît, puis de voir des endroits où on peut s'arrêter. Alors, je pense que
ça peut être aussi simple que ça, être dans la beauté. Mais c'est intéressant parce que en disant ça, on se dit la beauté, on peut la saisir partout finalement. Tu vois un enfant qui court, tu vois, surtout dans le milieu urbain, je veux dire, on voit la nature des fois passer à travers une clôture, on peut s'émerveiller de tout ça, mais c'est sûr qu'a priori, moi, je me suis posé des questions quand même sur c'est quoi la beauté, puis y a-t-il des critères de beauté, puis c'est sûr que j'ai pensé à l'harmonie, on en a déjà parlé, l'harmonie où on sent des fois, on ressent que quelque chose est sain, est harmonieux, mais est-ce que c'est une piste qu'on peut explorer, ça, ces critères-là de beauté, ou ça donne rien de rentrer là-dedans? Moi, en fait, je dirais, oui, bien, effectivement, on pourrait objectivement regarder un ensemble de critères mais pour moi, c'est pour ça que j'aime, je sais pas, on peut être devant un tableau puis on va ressentir une œuvre d'art, on va ressentir c'est quelque chose, mais on a comme un état de bien-être qui est généré par ça. C'est là qu'on voit qu'on a une capacité, on peut regarder un tableau, puis j'en ai quelques-uns autour de moi, puis je l'ai choisi pour cette capacité qu'ils ont. Il y en a un moment donné, pour moi, c'est comme une espèce de soleil. Tu sais, je regarde mon tableau chaque matin, puis même si le soleil n'est pas là ou c'est nuageux, le soleil est chez moi parce que j'ai cette belle boule d'aquarelle rouge qui surgit. Donc, en choisissant des éléments comme ça, la musique, je veux dire, à un moment donné, on peut se dire, on peut atteindre, en allant marcher, on écoute une musique qui va nous apaiser, qui va nous faire du bien. Alors, moi, je pense que c'est, dans la vie, pour moi, la beauté, elle a c'est comme ça que je la reconnais d'une certaine façon. Elle crée le bien-être. Mm. Elle m'amène à me sentir mieux. Si je suis un peu tendu, je perçois sa beauté, puis des fois, comme je dis, on va la chercher, elle n'est pas partout autour de soi, mais on est capable d'aller la capter, la cadrer pour pouvoir, à ce moment-là, elle me permet de reconnecter avec des choses qui, dans ma mémoire aussi, ont été bienveillants. Donc, et c'est pour ça que ces contacts, ces échanges visuels ou sonores, parce que tous nos sens sont en action, je pense que c'est de sentir, et c'est pour ça qu'on se crée souvent, je parlais tantôt de la marche, mais des circuits où on se dit, il y a des moments, on sait qu'on va y arriver, on va pouvoir s'asseoir là pendant un certain temps, faire un certain répit. Il y en a un autre, un petit belvédère, on va voir le fleuve ou la montagne, ou comme tu dis, simplement un arbre qui nous semble particulièrement beau. Puis de côtoyer ces éléments-là fait qu'on développe presque, même avec le vivant, une relation, je dirais, presque amicale. On va voir son arbre, puis on le voit perdre ses feuilles à ce moment-là, puis on le voit au printemps qui sort avec ses petits bourgeons. Mais, donc, on développe. Et c'est pour ça, là, quelqu'un fait un jardin, mais c'est ça qui est beau aussi. Là, il voit autour de lui, il voit son action, qu'est-ce que ça a permis, ça a poussé. Ensuite, ça va lui donner des choses. Donc, j'adore me balader. En Hochelaga, il y en a, puis voir ces jardins communautaires-là. Tu vois, les gens sont émerveillés de leur propre petit lopin, mais aussi de celui qui est à côté. Ça permet des échanges entre eux. Donc, c'est sûr que ces gens qui vont passer 2 heures dans le jardin communautaire, dans la nature, on sent le partage qui est là, puis les sourires qui sont là. Donc, mais c'est en ville, même autour, ça peut être un peu la cohue, mais on entre dans le jardin, puis d'un coup, il y a ce désir aussi d'échange et de partage. Hey, tes tomates sont donc bien belles, mais quelle variété c'est? Mais comment mais mon Dieu, ils sont donc bien immenses. Alors, tu vois, c'est juste cet échange-là qui est possible en entrant dans un lieu qui fait appel. Donc, c'est pour ça, je dirais pour moi, il y a des lieux universels où tout le monde est émerveillé. Des grands paysages et ça, on peut pas nécessairement y aller tous les jours, mais je pense que chacun dans son quotidien peut identifier et aller dans ce lieu-là et le glisser pour faire en sorte que ce soit avant de commencer le travail, après, pendant, même je me dis,
je vois de mes collaborateurs, ils disent, ben, Pierre, je pars, j'ai besoin d'aller marcher pendant. J'ai dit, ben oui, va aller chercher un café, même dans un autre lieu. Donc, juste pour permettre, c'est l'odeur, à ce moment-là, on rentre du café dans. Je pense qu'il y a tous ces éléments-là, je pense qu'on a tous, si on est disposé, et se dire à un moment donné, une journée, ça ne va pas. Oh, je pense que je me suis pas émerveillé beaucoup. J'ai pas, la beauté autour de moi n'a pas été présente. Il faut que j'aille la chercher. Il faut elle m'élève, elle me tire vers le haut. Je pense que c'est ça qui est important. Comme juste au-delà de ça, de soi, et c'est quelque chose qui nous élève. Je riais tantôt, là, puis je ne voulais pas t'interrompre parce que c'était trop beau, mais j'ai fait un épuisement professionnel il y a plusieurs années ou une dépression, je ne sais pas quoi. Puis, tu vois, sur le plan vraiment médical, là, je pense que c'était médicinal, j'ai adopté un arbre au parc Jarry que j'allais voir régulièrement, mais j'allais le voir tous les jours ou en tout cas 2, 3 fois par semaine. Puis je l'ai vu changer de saison, puis je l'ai vu changer de couleur, puis je l'ai vu crochir un peu. Puis écoute, ça a duré une bonne dizaine d'années, là, mon arbre au parc Jarry. Fait que je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis là parce que c'est vraiment l'effet que ça nous fait, en fait. Si on sent que ça nous apaise, ça nous élève, ça nous fait du bien, ben elle est là, tu sais, la beauté. Oui, je pense que c'est... et je pense aussi, il ne faut pas hésiter, quand il y a des éléments qui nous font particulièrement du bien, je parle d'une marche ou d'inviter que ce soit des gens, dire, viens avec moi. Moi, ça me fait du bien quand on va là. Viens donc avec moi un peu. Et c'est comme un signe, je dirais, affectueux. On dit à quelqu'un, je veux partager avec toi un lieu de beauté qui va en être un aussi de partage et d'amour souvent, parce que dans un lieu comme ça, on a une ouverture. Tu sais, on n'est pas, c'est pas notre carapace. On arrive, l'émerveillement fait que tout d'un coup, on veut que tout notre être puisse d'une certaine façon, se brancher à ce qui est autour de nous. On parlait, je pense, de la beauté de la nature, puis je vois des fois des gens là, qui sont dans la forêt puis qui embrassent un arbre. Là. Ils sont là, tu sais. Mais tu vois le bel arbre, tu vois la personne, tu comprends qu'il y a, il y a un échange. Là. Prendre une écorce, quelque chose comme ça, puis de le serrer, ça peut... hein, alors, il y a comme un échange avec le vivant qui est assez incroyable. Là. Donc, c'est pour ça que je dis, bien sûr, on a tous les gens autour de soi, mais l'environnement, il est bienveillant. Et je pense qu'il faut chacun aller capter celui qui peut s'introduire, même comme je dis, dans notre quotidien. Pour moi, ça, c'est fondamental. J'avais l'impression, Pierre, aussi tantôt, tu as dit quelque chose, mais ça m'a échappé, mais ce que ça a évoqué, puis tu parlais des jardins communautaires, puis des ruelles, puis je me disais l'importance de la beauté aussi dans simplement la vie, tu sais, puis il me venait une image cet été que j'ai eue où ma mère, qui a 90 ans, qui rentre dans le 4e âge, donc la perte d'autonomie et qui a toujours eu un jardin, est sur son balcon avec un immense pot de fleurs, est tellement heureuse et émerveillée et contente et satisfaite de l'existence, de juste d'être penchée sur ce magnifique pot-là et d'en faire le ménage, comme si la beauté, en fait, nourrissait la force vitale. Je vais jusque-là, là. Et c'était pas anecdotique, là, de vraiment nourrir la force de vivre qui fait que tu entres dans un chemin de guérison quand tu as accès à la beauté. Ou en tout cas, ça aide à garder en vie, à garder vivant, j'en suis convaincue. Je vais souvent au Japon, puis j'ai lu une étude dernièrement, puis il disait pour les centenaires au Japon, un des éléments importants de centenaires, ils avaient tous un jardin. C'est-à-dire que tu plantes quelque chose, puis tu veux le récolter. Donc, ta présence permet à la nature d'être autre. Donc, c'est un élément important de la longévité, donc d'avoir encore ce contact avec la nature. Mais il y a des choses étonnantes, puis c'est pour ça que je dis la beauté peut être sous différentes formes. Je suis allé à Kyoto, ça fait déjà plusieurs années, pour donner une conférence. Et j'étais assis à un repas à côté d'un collègue qui était architecte, puis là, il s'est mis à me parler de son jardin. Puis il y avait une montagne, puis il y avait un lac, puis les arbres qu'il avait plantés, puis qu'il entretenait. Alors, j'étais à Kyoto, en plein cœur de la ville. Je dis, ouais, mon Dieu, je ne sais pas quoi. Il
il y a un temple où il y a... Alors, j'essayais de lui demander, est-ce que je pourrais aller visiter ton jardin? Puis là, je le sentais bien réticent, il esquivait, mais... Alors, je parle à un collègue, celui qui m'avait invité, j'ai dit, je parlais avec le professeur puis de son jardin. Puis j'ai dit, j'essaie d'aller le voir. Bon, il dit, c'est sûr qu'au Japon, en insistant, c'est pas la bonne façon de... Il dit, je vais lui en parler, puis on va essayer d'organiser ça, mais il dit, on va faire en sorte. Donc, juste avant de partir, le professeur en question m'invite pour aller voir son jardin. Alors, on part c'était pas très loin de l'école d'architecture, mais là, à ma grande surprise, il m'amène devant un immeuble et on monte des escaliers. Là, j'ai dit, mais voyons donc, comment ça, on va voir le jardin, il est sur le toit ou quoi? Qu'est-ce qui... Alors, on est une coursive extérieure. Puis là, j'ai dit, mon Dieu. Puis là, alors, donc, on arrive devant la porte d'un appartement. Puis là, il ouvre la porte. Bien, le jardin, il y avait une fenêtre, une seule fenêtre dans son appartement. Les appartements sont petits. La fenêtre devait faire 1,5 mètre de large par 3 de haut. Et c'était comme si la fenêtre était rabattue. Il y avait un grand plateau qui était connecté avec la fenêtre. Et c'était c'était des bonsaïs. Tout était miniature. Wow. Donc, il y avait effectivement une petite montagne, le petit lac d'eau. Alors, mais quand je suis entré, c'était dans la perspective de l'entrée. J'avais l'impression d'être dans son jardin. Alors, il cultivait, même s'il y avait peu d'espace, la grandeur d'une table. Puis c'était un jardin qu'il cultivait depuis 20 ans. Alors donc, il avait comme sublimé un peu cette beauté, mais tous les jours, dans la cohue de la ville qui est assez dense, il avait su créer à l'intérieur un jardin où on était comme transporté. Alors, il vivait autour de son jardin. C'est incroyable, là. C'était comme un choc émotionnel. Et j'avais en tête la description qu'il me faisait, puis moi, j'étais quasiment sur le Mont-Royal, là, quand il me parlait de sa montagne, puis de ses arbres et tout. Là. Mais c'était chacun des... Hein, on voit, quand on connaît les bonsaïs, les arbres étaient gros comme ça. Puis taillé, il y en avait un autre à côté. Il connaissait chaque ramification des branches et tout. C'était incroyable. Donc, il était en contact quotidien avec la beauté qu'il avait, dans ce cas-là, lui-même organisée. Mais c'est fascinant comme histoire, vraiment. Mais ça me fait penser, ça m'amène sur la piste du petit, puis du dépouillement aussi. Parce qu'une autre chose qui m'a frappée à te fréquenter, là, même si c'est la première fois qu'on se voit, là, je t'ai fréquenté beaucoup cet été, c'est toute cette question-là du dépouillement, puis de l'importance d'avoir un certain vide pour pouvoir que la beauté soit habite l'espace, tu sais. Mais il faut, c'est sûr que si... puis je donne souvent ce conseil-là à des gens qui sont autour de moi. Les gens disent... Puis je vais chez des amis des fois, puis il y en a un, entre autres, qui m'amène chez lui parce qu'il était dans une période un peu difficile et tout. Puis je rentre dans son appartement. Mais tu sais, c'était énormément d'objets, d'éléments. Tu sais, ça, j'ai dit, écoute, je rentre chez toi, là, puis je me sens un peu... j'ai dit, il y a un exercice que je fais avec des gens avec qui je fais un projet. J'ai dit, à un moment donné, là, tu peux y aller par étapes, pas besoin de faire l'appartement au complet, mais dire, je prends une pièce, là, puis j'invite au complet. C'est un peu ce qu'on fait dans notre tête. Tu invites au complet, puis là, tu rentres dans cette pièce-là uniquement ce qui te fait du bien. Mm. Parce que ce qui est assez étonnant, il y a des objets autour de soi qui peuvent avoir un effet négatif, ou nous rappeler, nous connecter à des mauvais souvenirs. Tu dis, je rentre juste les objets, puis je laisse du vide. Parce que ce qui arrive à un moment donné, c'est que les gens vont avoir mis tellement de choses que c'est compacté, puis c'est de la difficulté. Alors j'ai dit, puis là, après ça, tu regardes, puis j'ai dit, tu fais une autre pièce, puis à chaque fois, les gens disent, mais on dirait que je suis complètement ailleurs, c'est le même espace, là. Mais déjà, en y enlevant tout ce qui, des fois, on a amené au quotidien, puis qui vient faire le trop-plein, c'est un peu la même chose dans son esprit. Si on veut, pour moi, faire un nouveau projet, j'ai besoin de me dépouiller.
de faire le vide pour laisser entrer d'autres idées, d'autres espaces, d'autres lieux. Donc, si j'ai trop d'éléments en moi, je ne peux pas accueillir avec amplitude ce qui arrive. Donc, les choses vont s'insérer de façon... c'est un peu la même chose quand on est pressé, on est comme compressé. On n'a pas le temps de voir les choses. Quand on fait les éléments plus lentement, tout d'un coup, on peut aller voir dans le détail. Donc, c'est pour ça que c'est si important d'avoir ce dépouillement. Mais ça va aussi dans l'espace qui nous accueille, parce que ça va être plus facile aussi, je dirais, mentalement, d'aller dans cette direction-là. Parce qu'on n'a pas d'image quand on regarde la nature, d'éléments. Jamais on dit, ben là, il y a trop de feuilles dans cet arbre-là, ou il y a trop de branches, ça n'a pas de sens. Mais dans un espace, souvent, il y en a trop. Là. Il y a trop d'éléments. Puis aussi, comme le faisait mon ami japonais, de se dire, ben, peut-être qu'une plante, deux, faire en sorte aussi que je vais essayer de comprendre quand je m'assois, de mettre par rapport au soleil qui va rentrer à tel moment. Donc, d'être conscient même dans son propre espace qu'il y a des lieux qui sont plus intéressants que d'autres. Puis faire en sorte qu'aussi, quand on accueille quelqu'un chez soi, bien, il n'y a pas besoin de se... On a de la place pour accueillir une ou plusieurs autres personnes. Donc, je fais un parallèle entre notre espace mental, quelque part. Donc, quand on médite, on laisse toute la place au moment présent, c'est un peu la même chose dans les lieux où l'on vit. Il faut se laisser la place pour un souffle, que tout ne soit pas comprimé. Là. Donc, je pense que cette dilatation-là, on en a besoin dans nos vies. Mais se familiariser avec ça, à la fois dans nos milieux personnels, mais dans nos milieux professionnels, puis en ce moment, ils sont un peu interreliés à cause du télétravail. Ben, c'est toute une invitation que tu nous fais parce que il y a des objets non seulement qui nous encombrent, mais moi je dirais qu'il y a des objets qui nous tirent vers le bas aussi. Ouais. Et on ne se rend pas compte là, que ça nous tire vraiment vers le bas. Et en plus, ce qui arrive souvent, c'est ce que dans les projets que je fais, je me dis, bon, je pense que si on a moins d'objets, bien, je pense que aussi on a moins besoin de consommer, donc de comprendre aussi ce qui est important. Et quand il y a trop de choses autour de nous, il y a comme une vibration. Tu sais, c'est un peu comme, j'aime cette ville-là, mais si je vais passer une journée à New York, je suis épuisé à la fin de la journée parce que j'ai tellement eu de stimuli, de tout ça, que c'est un peu difficile. Donc, on fait en sorte qu'on apporte la sérénité, je dirais, autour de soi, et ça va souvent nous permettre davantage d'être captés, par exemple, avec une vue qu'on aurait depuis même l'intérieur. S'il y a trop d'objets, le regard n'est pas capable de faire abstraction de l'environnement immédiat, puis a de la difficulté à capter l'espace extérieur. Mais c'est ça que je dis, j'ai habité Rome pendant une année, puis j'étais dans le cœur du Trastevere, mais j'avais une cour intérieure où donnait mon studio, puis il y avait un grand arbre. Mais cet arbre-là, qui était mon arbre, il était l'arbre de tous les gens qui habitaient autour, mais c'était extraordinaire parce que juste en ouvrant, on était dans le feuillage avec les oiseaux, on était en plein cœur de la ville, là, mais donc il y a moyen, puis c'est ça que aussi je suis étonné. Mon atelier en ville est dans le cœur du quartier Saint-Jean-Baptiste. On a une cour intérieure. On n'entend rien. J'ai planté des arbres il y a 3 ans. Maintenant, on est à l'abri pendant l'heure du midi sous les arbres. Puis on est en connexion depuis l'intérieur avec cette cour-là. Donc, toute l'année, on a ce rapport entre l'espace intérieur et l'espace extérieur. Et on a un grand îlot pour travailler, pour manger, pour tout ça aussi. Donc, si on veut être dans une bonne disposition, si on veut avoir du plaisir à être ensemble, bien, il faut aussi que l'espace le permette. Comme je disais tantôt, si on se rencontre seulement dans une salle de conférence, pas de fenêtre, avec rien d'agréable autour, bien, on n'aura pas le goût d'y aller. C'est sûr que c'était autour d'un grand îlot qui donne dehors sur un espace et tout. Donc,
c'est pour ça que je vois dans mon milieu de travail, bien, il y en a même qui viennent déjeuner, ils font le petit déjeuner parce que c'est plus agréable qu'à la maison, puis ils voient leurs collègues commencent à faire leur café, ils commencent leur journée, ils sortent un peu dehors. Donc, c'est rien, là, c'est un îlot en bois que j'ai fait faire par un ébéniste qui a coûté un coût minime, mais les bancs autour, tout suscite. Et ça permet aussi dans la journée, il y en a qui vont retourner, c'est un banc haut, mais ils vont aller travailler là pendant un certain temps, puis des fois deux côte à côte, ils changent de place, puis même l'été, ils vont aller travailler dehors dans la cour intérieure. Donc, dans la journée aussi, il n'y a personne, ce que je disais même pour les enfants comme au primaire, il n'y a personne qui veut être assis sur une même chaise pendant 7 heures sans bouger. C'est inhumain. Là. Je veux dire, on a besoin de... Puis un moment dans la journée, on dit, ça fait du bien de dire, oh, je change de place, je vais aller dans un lieu où là, la lumière est plus intense, j'ai une autre vue, donc qu'on ait la possibilité aussi de se mouvoir. Je pense que l'humain est quelqu'un aussi de sensible et ça rythme nos journées. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne se permet pas ça? Tu sais, je comprends l'agitation, la performance, mais c'est tellement facile de dire, OK, ben, je vais installer là une plante ou je vais faire en sorte de créer. Puis il y a des entreprises, il y a ton projet, l'atelier, puis il y en a qui le font. Moi, j'ai travaillé une quinzaine d'années au Cirque du Soleil, puis on travaillait l'environnement créatif, bien sûr, mais il y avait un hamac d'installer, on pouvait aller. Mais mon exemple le plus fascinant là, que j'ai en tête qui me revient, c'est chez Pixar. J'avais visité les studios de Pixar. Écoute, les gens pouvaient se promener en patin à roues alignés. Ils aménageaient leur bureau comme ils voulaient. Ils pouvaient le faire comme n'importe quel film qu'ils voulaient. Fait que ça créait une espèce d'émulation puis de chaleur. Mais qu'est-ce qui fait que dans nos sociétés, la plupart du temps, dans nos bureaux, dans nos milieux, c'est comme si on résiste à ça. Je ne sais pas. C'est comme si ça n'était pas accessible, c'était pas pour nous. Mais en tout cas, il y a quelque chose certainement qui fait qu'on construit tous ces viaducs-là. Puis parce qu'il y a quelque chose à travailler qui a l'air accessible, qui a l'air beau quand on parle, qui a l'air à portée de notre main. En fait, moi, je me dis que c'est vraiment une valeur ajoutée. Tu sais. Donc, j'ai créé le Lab École avec Ricardo puis Pierre Lavoie parce que pour moi, un des moments difficiles dans ma vie, c'est quand je suis arrivé à l'école. J'étais le premier de la famille, puis on me disait l'école, c'est formidable, c'est merveilleux. Puis je me rappelle encore enfant, je suis arrivé, ma mère me laissait. J'étais un bloc de briques dans un stationnement. J'ai dit, ben voyons donc, c'est pas ça. Pour moi, c'était pas ça l'école, là. Un environnement stimulant où tu as le goût de t'asseoir. J'ai dit. Alors, c'est ça qui est un peu incroyable. Puis je suis retourné dans mon école où j'étais il y a 50 ans, puis elle est inchangée. Tu dis, tout le monde a évolué, les enfants sont là, puis l'école n'a pas... On n'a pas planté d'arbres, on n'a pas... Puis on sait que ça aurait pu éliminer la surchauffe, on sait l'effet des îlots de chaleur dans la cour de récréation, c'est intolérable. Puis là, les étés sont extrêmement chauds. Donc, c'est des choses très, très simples qu'on peut faire. On va lancer une publication le 4 octobre sur toute la cour d'école, comment c'est important de créer de la diversité, qu'il y a des bancs, des tables, des arbres, comment de créer un milieu là, qui fait en sorte que c'est plus agréable d'être avec son collègue et tout. C'est sûr que dans une mare d'asphalte, les gens un peu tough, puis tout ça, ils ont plus de place que si tu es assis en dessous d'un arbre gentil qui te protège. Donc, j'ai initié ça, puis quand on en parle aux gens, puis même les gens qui contrôlent ça, tu te dis, c'est comme si c'était une révélation, tu sais, de faire en sorte. Donc, bon, je pense qu'on avance comme société par rapport à ça. Donc, je pense on comprend que c'est un investissement qui a un effet bienveillant parce que dans un environnement comme ça, il y a moins de décrochage, il y a moins de burn-out. Comme je dis, le système immunitaire est protégé, les gens sont moins malades. C'est comme si on n'avait pas évalué toutes les retombées positives de la création d'espaces, de lieux de qualité. Donc ça, je pense que on commence je pense, à être sensibilisé. Il y en a d'autres, pour ça que c'est important de voyager. Il y a d'autres sociétés qui sont en avance par rapport à nous. Nous, on a la chance, cependant, d'avoir la nature qui est proche. Tu sais, dans bien des localités,
la rivière est là, le parc est là. Donc, je pense que c'est là où on a notre plus grande concentration, nous, de beauté. Donc, c'est pour ça qu'il faut être respectueux, la protéger et essayer de la recréer aussi. Je parlais du petit jardin à l'intérieur, mais on sait à quel point la canopée est importante dans nos villes. Donc, je pense qu'il faut faire une plus grande place. Et un de mes soucis, j'ai une maison, comme je disais, qui a planté 100 000 arbres. Une personne, en commençant sa retraite, qui a 92 ans aujourd'hui, on imagine l'effet positif qu'il a pour la biodiversité, mais aussi des gaz à effet de serre. Mais je pense que sur tous les terrains des écoles, de partout, il faut faire en sorte qu'on ramène la nature qui, on sait, a des effets avec les huiles essentielles, éliminer les îlots de chaleur. Donc, c'est tous des petits gestes, je pense, qu'on peut se permettre de faire. J'essaie de sensibiliser. Et il y en a de plus en plus qui sont dans cette situation-là, mais je pense qu'on aurait besoin, je dirais, quelque part d'un ministère de la beauté pour faire en sorte qu'on la glisse partout. Et la différence, je dirais, de coût entre un projet qui instaure tout ça, c'est peut-être, je ne sais pas, quelques pourcentages de moins, mais les retombées sur le long terme sont immenses. Si on regardait, on en parle justement dans notre livre sur la cour de récréation, c'est énorme le nombre de jours qu'un enfant aura passé dans la cour de récréation s'il est dans un lieu qui est motivant, où il y a des jardins. Je veux dire, c'est fou. L'enfant retourne en classe, arrive dans des bonnes dispositions. À ce moment-là, il va pouvoir... Alors, on s'est contenté de faire partout à l'échelle du Québec des stationnements. On a mis tous nos enfants depuis... C'est incroyable. Alors, je pense que je suis allé voir des écoles, c'était dans le boisé, ils ont coupé tout le boisé avant de construire l'école. Ça n'a pas de bon sens. En Suède, on doit avoir un certain nombre de mètres carrés de nature par élève sur le site de l'école, puis autour de l'école. Donc, on choisit l'école, à la positionner de façon à ce que l'enfant aura. Puis on sait que si on développe cette connexion-là dès l'enfance, on va vouloir l'avoir toute sa vie. Donc, tout ça est perfectible, mais je pense qu'il faut essayer. C'est pour ça que je dis, ça peut être déjà chez soi, autour, aller voir, valoriser ça. Je pense que c'est ce que je souhaitais dans le livre que j'ai écrit. J'en parlais aux élus, les gens dans les villes, comment est-ce qu'on se fait un plan d'améliorer pour créer du bonheur au quotidien. Et c'est tout un recentrage aussi de l'aménagement. On a, je dirais, pendant toute la fin du 20e siècle, tout l'aménagement était fait autour de l'automobile. On sait maintenant que c'est... Alors, je dis maintenant, il faut remettre l'humain dans tout ce qu'on fait, que ce soit les espaces intérieurs, mais les espaces extérieurs. Le plaisir de marcher. On va dans ce sens-là, on élargit les trottoirs, on plante plus d'arbres. Donc, il faut poursuivre. Tout ça va faire que je pense que dans un environnement de qualité, on est des meilleurs humains. Le sourire nous vient, on entre en contact plus facilement en relation. Donc, je pense que l'environnement est un facteur. Puis, c'est tout ce qui vient avec des espaces qui sont bien pensés. Bien, on contribue aussi au développement durable. Donc, on fait en sorte qu'on va permettre à notre planète de survivre et pas d'aller dans la direction qui est malheureusement celle que le GIEC nous dit qu'on n'est pas dans la bonne direction. Donc, je pense que tout ce qui va dans la direction de préserver l'environnement préserve l'humain, puis préserve aussi ce qui est précieux pour nous. Mais Pierre, je trouve ça très touchant ce que tu dis, parce que dans le fond, ça nous confirme que ce choix-là de la beauté, dans cette deuxième année-là de la tendresse, est absolument pertinent puis important. Tu sais. Les membres de la Maison des leaders, je veux dire, on est des milieux extrêmement diversifiés, on a un pouvoir d'influence dans nos vies, dans nos milieux de travail. Fait que creuser ce thème-là ensemble, puis voir comment ça résonne dans nos vies, puis dans nos milieux de travail, puis dans nos équipes, c'est... tu me le fais voir encore plus clairement. Fait que je te remercie pour ça. Puis je ne peux pas m'empêcher de revenir sur ce que je t'ai dit en introduction.
où je disais, ben, on n'avait pas fini de faire le tour du thème de la tendresse, fait qu'on l'a fait une deuxième année, mais peut-être aussi qu'on en a bien besoin. Moi, je ne peux pas faire abstraction de la période absolument exceptionnelle, chaotique et difficile pour plusieurs d'entre nous, qui est la pandémie, puis les choix de société, puis les choix personnels auxquels on est conviés. Tu as parlé du rapport du GIEC et tout ça. Fait que je me dis, penser ces thèmes-là, les ressentir, regarder ce qu'on peut faire, c'est absolument important et fondamental cette année. Créer cette beauté-là pour qu'on soit plus tendre, qu'on soit aussi plus tendre envers soi, puis les uns envers les autres. Parce qu'en ce moment, on entre dans toute cette... On est dans cette discussion-là sur les mesures sanitaires, sur le passeport et tout ça, puis je fais le lien parce que cette beauté-là qu'on introduit dans nos vies, qui a un effet apaisant, d'émerveillement, nous met dans une disposition de rencontre vis-à-vis des autres, tu l'as dit tantôt. Fait que merci, vraiment merci. C'est ce lien-là que tu viens de faire. Je pense qu'effectivement, pour moi, je dirais, je parlais tantôt des marches en nature et tout, je pense que comme c'était difficile de se voir, de manger, c'était pour moi une façon de rencontrer l'autre et d'échanger. Et ça, même dans des moments difficiles, il y a aussi des possibilités, si on est imaginatif, de rester, comment dire, continuer à s'émerveiller quelque part. Donc, mais effectivement, je pense que c'était perturbant. Je vois ma mère, tu sais, qui était les personnes, les aînés qui ont été seuls et tout, c'était dramatique, là. Donc, je pense elle a besoin encore elle-même de plus de tendresse et bien des gens, je pense qu'il faut... puis là, c'est là qu'on voit qu'on a perdu même quasiment certaines habiletés, mais de se réouvrir davantage à l'autre, je pense que c'est de façon douce, avec beaucoup de tendresse, je pense effectivement, c'est probablement une de nos missions pour l'année qui commence. Oui, merci. Puis mon œil de lynx a juste accroché un petit commentaire d'un participant ou d'une participante. Fait que je vais peut-être me diriger vers Mathieu, mais j'ai vu un commentaire de Marie-Ève qui parlait de François Cheng, les 5 méditations sur la beauté. Puis il y a un livre, Pierre, qui m'a beaucoup habité cet été de François Cheng. Puis le titre va vraiment dans ce que tu viens de dire, qui s'appelle « Œil ouvert et cœur battant ». Comment envisager et dévisager la beauté. Juste le titre, là, je le contemple encore parce que œil ouvert, quand tu parlais tantôt de s'ouvrir, cœur battant, vraiment, de l'émotion qu'on peut ressentir, puis comment on place la beauté dans notre vie. C'est merveilleux d'ouvrir cette porte-là avec toi. Merci. Mais Mathieu, merci. Je me dirigerai vers toi pour voir s'il y a des gens qui ont des questions à poser à Pierre. Dans le temps qui nous est imparti. Il y a des questions même que vous avez répondu, des questions qui sont apparues. Dominique qui posait justement la question sur l'environnement. Naturellement, vous êtes allé dans le sujet, vous avez répondu à quelques questions. Il y a des beaux commentaires, tout en douceur, comme votre dialogue, vraiment hyper riche. Vous êtes beau à voir. C'est un beau moment qu'on vit en ce moment où le temps s'étire. Moi, j'ai une question pour faire le lien avec 3 sous-questions peut-être qui sont apparues. On n'a pas parlé de laideur. Et le fait de parler peut-être de dualité, on est dans justement un contexte où la dualité apparaît. Elle se situe où, la laideur, dans cet éloge ou dans cette quête ou cette expérience de la beauté? C'est une première question. Je vous en donne 2, 3, comme ça, vous allez où vous voulez là-dedans, s'il y en a une qui fait plus écho. Un autre, si on prend nos leaders en ce moment qui flirtent avec ce thème-là, qui nous font confiance, qui disent, bon, je vais écouter ça. On parlait de beauté vendredi matin, en septembre. De que c'est? J'ai écouté, mais là, je fais quoi avec ça, avec mon équipe? Je veux dire, comment je poursuis donc un pont avec l'organisation? Ça serait peut-être les 2 questions que je vous pose et ce que Marie-Ève nous a proposé aussi, qui parle de est-ce que la bonté sous-jacente, elle est importante? Donc, je vous propose 3 pistes. Je disparais.
Je vous laisse vous amuser avec ça. Oui, donc, la laideur, effectivement, elle existe. Je pense qu'on le voit quand, dans mon cas, je suis peut-être hypersensible, donc je me sens très mal. Je deviens, en moi, c'est comme si il y a une sensation désagréable qui, alors, on n'est pas dans le bon, on n'est pas dans un espace qui a été créé pour l'humain. Alors donc, tu sais, pour moi, ça, c'est un élément important mais j'essaie, puis naturellement, pendant un certain temps, je, je restais même dans un espace qui était laid, mais comme je dis, c'est comme de l'énergie négative. C'est comme, il y a des gens qu'on voit, puis il y a des gens qui nous donnent de l'énergie, puis il y a des gens, d'une certaine façon, on ne sait pas pourquoi ils nous en enlèvent. On a l'impression qu'on n'est pas... Puis on sort après une rencontre avec... C'est un peu la même chose. La beauté nous donne de l'énergie, nous régénère et tout. Souvent, la laideur va plutôt les bruits excessifs, les odeurs désagréables, la vision de... Alors, c'est l'inverse. Donc, dans ma vie, j'essaie d'aller vers ce qui me nourrit. Et d'aller, je pense qu'à ce moment-là, c'est important donc d'être conscient des éléments qui nous en enlèvent, puis de ceux qui nous en donnent, ceux qui nous nourrissent. Donc, je définirais peut-être un peu plus la beauté de cette façon-là. Pierre, est-ce que quand tu disais tantôt que c'était un cercle vertueux, est-ce qu'on peut dire par rapport à la laideur que si on est émerveillé ou si on s'ouvre un peu, des choses qu'on pourrait trouver laides, on va les trouver belles? Je te donne un exemple. Des fois, on va dans des musées ou des fois, même quand on voyage, des choses qui sont tellement étrangères pour nous, là, je veux dire, c'est tellement étrange que pour nous, c'est laid. Fait qu'on se ferme. Alors, moi, j'ai l'impression que la laideur, je veux dire, cohabite tout le temps. Il y a souvent ce pendant-là qui est là. Laideur et beauté. Mais moi, dans mon cas, en tout cas, souvent, quand je trouve ça trop bizarre, là, ben, je vais trouver ça laid. Puis alors que c'est le pas, tu sais. Mais en fait, comme je disais tout à l'heure aussi, c'est même effectivement, parfois dans un environnement qui peut être jugé laid, ben, on peut même des fois, si on fait un petit cadrage, je veux dire, c'est la petite fleur qui pousse dans l'asphalte. Là, je veux dire, tu vois une petite craque à un moment donné, un endroit, puis là, si tu te focalises juste sur ça, tu dis, hey, c'est incroyable. Là. Dans ce lieu, tout d'un coup, il y a comme une fleur qui surgit. Donc, je pense qu'effectivement, on peut aller dans un lieu dans la vie. Je pense que, et c'est pour ça, on crée le cercle vertueux. C'est une disposition à ce que notre être se dirige vers la beauté, même si dans un espace, il ne l'est pas complètement ou même pas majoritairement, mais il y a peut-être le lieu où on va se déplacer, où on va être bien. Donc, je pense que c'est développer, je dirais, cette peut-être habileté là, à se déplacer ou à regarder ce qui va nous nourrir. Mais je ferais le pont d'abord avec les milieux de travail ou ce que Mathieu disait plus généralement pour les leaders, le pont avec l'organisation. Si on est dans des milieux, puis il y a certainement plein d'autres façons, là, mais la première qui me voit, je reviens à mon demi-sous-sol là, quand j'étais à la ville. Comment, dans le fond, dans notre organisation, amener cette beauté-là pour que justement on s'élève puis que ça ne fasse pas ça comme j'ai fait tantôt, là. Fait que ça, c'est quelque chose qui est à notre portée, à ta question, Mathieu, que peu importe le rôle qu'on a dans l'organisation, que ce soit la peinture, que ce soit les objets, que ce soit le mobilier, moi, je n'avais pas la capacité de mettre des fenêtres. C'était pas une option. Bien, ça aurait pu, là, mais disons que j'ai jeté la serviette avant, mais moi, je suis même allée, pour l'anecdote, à postuler sur un poste vraiment important pour me rendre compte après que ce n'était pas le poste que je voulais, mais c'était le bureau. Comme plus capable. Il fallait que je sorte de mon sous-sol.
Mais ça pour dire que, Mathieu, tu nous posais la question. Moi, je pense qu'il y a plein de petits gestes qu'on peut poser. On a parlé de la marche tantôt, on a parlé de célébrer avec les collègues, on a parlé de créer l'espace pour que eux puissent vivre ça et s'émerveiller aussi. Là, je sais. Mais alors, c'est pour ça que je dis, puis au début, il faut commencer, c'est-à-dire que dans un lieu qu'on trouve peut-être un peu ingrat, c'est de dire, comment on commence? Est-ce qu'il n'y a pas un petit coin du matin où on peut aller prendre notre café devant sur une belle fenêtre où on peut laisser des petits mots, des choses comme ça? Donc, comment y aller peut-être par étapes pour se dire, oui, hey, c'est vrai. Où pourrait-on avoir le goût des fois de décrocher pendant la journée, d'aller s'asseoir dans un endroit qui est plus calme ou un petit lieu avec une table à 3 ou 4 où on peut aller s'asseoir pour échanger d'une façon différente, qui n'est pas la grande table de conférence ou tout. Comment simplement on peut, des fois, en faisant, comme je disais tantôt, en enlevant un peu de superflu, peut-être on va dégager de l'espace ou un lieu agréable pour faire en sorte qu'on puisse, seul ou avec des collègues, avoir des lieux qui soient plus agréables et qui, dans la journée, peuvent être utilisés par plusieurs personnes. Aussi, je pense que ce n'est pas simplement le poste où on est attitré, mais c'est les lieux. Puis, comme on est dans plusieurs organisations de télétravail, je pense que quand on revient sur le lieu du travail, on a d'autant plus besoin d'avoir des places pour se rencontrer, comme on se voit moins. Je pense que c'est encore plus précieux, les lieux. Alors, c'est pour ça que même d'introduire, de dire, on se voit le mercredi, on va marcher, on prend ça comme habitude. Avec ceux importants, on va se prendre une marche d'une demi-heure pour reconnecter, savoir ce qui s'est passé dans la semaine, d'une certaine façon. Parce qu'il y a des éléments qui sont dans l'échange, qui sont différents que ce qu'on peut faire sur Zoom quand même. Je dirais aussi d'écouter nos collègues ou nos employés. Tu sais, moi, ça m'a frappé comment les gens sont pleins d'idées, là. Ils sont pleins mais souvent, on ne les entend pas non plus. Mais amener ce dialogue-là, puis c'est très dur dans nos organisations, des fois, d'amener les dialogues, puis on s'encourage toujours à le faire entre nous, mais des fois, on a des très beaux dialogues à la maison, puis après ça, on arrive dans nos équipes, puis c'est pas toujours facile de le faire. Puis je vois que toi, tu le fais à ton atelier, là, tu le fais, c'est ta méthode de travail, en fait. Oui. Puis ça, il faut que tes architectes et les jeunes et tout ça dans ton équipe embarquent dans ça, là, dans cette douceur-là, parce que c'est toute la création qui en dépend. Mais... Oui, je pense aussi, ça laisse la place à l'énergie créatrice. Là, donc, je pense qu'on a besoin. C'est sûr que d'une certaine façon, on prêche par l'exemple. Des gens viennent souvent, ils sont un peu subjugués. Ils disent, mon Dieu, c'est quoi ça, une atmosphère particulière ici? J'ai dit, est-ce que c'est un lieu de travail? Est-ce que c'est... Mais on est là, je pense que c'est là aussi où on voit que la créativité, c'est une valeur ajoutée importante, même dans des lieux qui, a priori, pourraient sembler ingrats. Comment est-ce qu'on réussit à les transformer? Puis je pense qu'il faut être efficient là-dedans. Des fois, ce n'est pas en changeant tout. Comme je dis, on y allait par étapes, en se mettant des îlots plus agréables, plus chaleureux. Comme ça, on change son environnement. Je pense que ça peut se faire de façon aussi douce dans le temps. Qui va être merveilleux parce qu'on va explorer ce thème-là pendant plusieurs semaines. Moi, je me fais le pari, mais je nous fais le pari aussi parce que je prends l'engagement de revenir vers toi parce que tu as ouvert ce dialogue-là avec nous, mais nous, on va continuer. Là. On va continuer à faire ça. Fait qu'on te fera part de nos oui, nos découvertes et tout ça, parce que je pense qu'on a là un projet de société. Là. On a un projet individuel, on a un projet de gang de transformer, puis on se sent un petit peu impuissant en ce moment, souvent, devant tout ce qui se passe. Fait que retrouver ce pouvoir-là, c'est fabuleux. Je te remercie encore. Ça m'a fait grand plaisir. Alors, je souhaite une belle fin de semaine à tous. Hein? On est encore dans l'été. On commence à avoir des petites touches de couleur, là, mais on a une belle fin de semaine devant nous. Alors, profitez-en bien. Allez dans la nature avec vos proches, vos amis, profitez-en. Je pense qu'elle a beaucoup à nous offrir. Puis ralentir, en fait, ça nous permet aussi de voir ces saisons-là évoluer.
on est souvent, on arrive, puis on s'ouvre les yeux, puis on dit « Ah, tiens, c'est l'automne » ou « Les feuilles sont tombées, on les a même pas vues rougir ». Alors là, peut-être qu'on peut se lancer ce défi-là de beauté, de voir vraiment chaque feuille virée. Merci. Mathieu, as-tu quelque chose d'autre que tu aimerais nous partager? Ou... Ben, oui, en fait, ben, un petit côté technique, Pierre, je pense que ta main est levée dans ton écran. Fait que à moins que tu aies une OK. question, mais c'est super, ça met de la Non, couleur non, je ne dans sais pas notre. pourquoi. Ça, c'est... Alors, Ça voulait apparaître dans notre dialogue. Fait que J'ai-tu c'est trop super. parlé, Pierre, puis là, tu lèves ta main parce que tu veux parler? pourtant, j'ai touché à rien. Je ne sais pas Ah, comment vois-tu. Alors, ah, c'est drôle, mais c'est parfait. Tu as une question de Christine Michaud. On poursuit le dialogue en co-développement pendant 8 rencontres avec une centaine de leaders. On lui a dit, Christiane, est-ce que tu as une question? Et sa question, elle était au niveau du sublime. Elle serait curieuse d'entendre une expérience où on est passé de la beauté au sublime pour Pierre. Je ne sais pas si tu avais une anecdote. Tu en as raconté quelques-unes. Est-ce qu'il y en a une qui est mais marquante? ben, je racontais effectivement celle mais pour moi, une marquante, j'en parlais, c'était le Rio Enji, le jardin zen, le temple à Kyoto. C'est, comme je dis, d'arriver à atteindre l'infini dans un jardin qui est la taille d'une maison qu'on a. Donc, je trouvais ça assez incroyable. Là, il y a le sublime des fois dans des paysages. Je suis allé dans les Pyrénées faire le GR10. Alors, donc, j'ai été souvent dans... Je m'arrêtais là parce que de voir ces pâturages avec... Tu sais, c'est incroyable. Là. Tu es submergé. Je suis souvent... j'ai marché beaucoup le long du fleuve cet été avec les rochers, la vue de l'horizon, les nuages, les couchants. Je veux dire, on plonge dans le sublime. Ce qui m'a étonné dans cette rencontre, avec un espace créé par l'homme, c'est comment des fois même le petit jardin intérieur ou le jardin zen nous donnait la sensation, on percevait la sensation comme si on était devant un de ces grands paysages qui nous amène au-delà de nous. Là. C'est ça qui est... J'étais sur le bord du fleuve avec les couchants cet été. Chaque soir, j'étais subjugué par la lumière du couchant. Tu sais, je ne savais pas quel âge j'avais. J'avais-tu 5 ans, 8 ans, 12 ans, 100 ans, je ne sais pas. Là. Donc, devant un couchant, on s'oublie complètement. Avec mes amis qui venaient, on arrêtait même de parler. Là. On regardait ensemble cette boule de feu descendre dans le Saint-Laurent. Donc, je pense que là, c'est un bonheur partagé. Là. Donc, je pense que on peut tous, comme je disais tantôt, on a tous des lieux où le sublime nous rejoint. Et c'est de les côtoyer lorsque c'est possible. Je pense que ça fait le plus grand bien. Pierre, merci. Puis, on ne peut pas le cacher. En ce moment, on a Oui. Marie-Jo Linteau qui nous voit, qui est connectée sur le compte de la maison, qui travaille aussi avec toi, qui est dans ton équipe. En ce moment, Marie-Jo ne le sait pas, mais on te voit. C'est super. Bonjour, Marie-Jo. Allô, Marie-Jo? Bonjour. Salut Marie-Josée, comment ça va? Bonjour, Pierre. Je ne savais pas que j'étais sur le compte de... Je suis présentement devant le Sublime, d'ailleurs, en face du fleuve, aux Escoumins, aux Grandes Bergeronnes, où je contemple les baleines. Alors, c'est magnifique. Non, tu es dans un endroit où tu célébrais ton anniversaire. Je pense que c'est hier. Alors, bonne fête, Marie-Jo. Joyeux anniversaire, Marie-Josée. Chouette. Alors, donc, on travaille ensemble, effectivement, depuis bien, bien des années maintenant, ensemble. José nous accompagne, notre équipe et tout, pour avoir justement des moments, rencontre tous les membres de mon équipe, parfois même plusieurs fois dans l'année. Donc, je pense que c'est vraiment précieux. Merci, Marie-Josée. Ça nous en prend une. On en a une, on en veut plus. Merci. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Bien, c'est complet. Moi, ce que je vous invite à faire, on va récupérer nous autres quelques questions
qu'on va rebalancer dans nos groupes aussi de co-développement. On va les explorer. Je fais un clin d'œil aussi à des gens d'Europe. On a des gens qui font le premier co-développement international et qui vont revisiter votre dialogue encore et on va le pousser encore plus loin avec cette gang-là là, qui se retrouve dans 9 pays différents. Donc, c'est une nouveauté cette année. Ça va être intéressant d'amener la beauté sur d'autres territoires aussi. Donc, de mon côté, avec la communauté, c'est terminé. Merci. Merci à vous autres. Merci. On est très heureuse qu'on ait cassé la glace ensemble de cette nouvelle année-là. Puis, merci, Pierre. Tu es très beau en passant. Merci. C'était un beau moment passé ensemble. Alors, à la prochaine. Une belle fin de semaine à tous. Merci. Au revoir.